on n'attrape pas un couteau qui tombe. C'est un des adages boursiers les plus connus, mais probablement un des plus difficiles à exécuter. Comme toujours, j'adore tous ces adages boursiers et ils sont remplis de sagesse. Le plus difficile, c'est pas de les retenir, non, c'est de les appliquer. C'est ce que je vais illustrer dans cette vidéo. On va poser les choses, on va se poser les bonnes questions et curieusement, on va regarder également Bitcoin car l'ensemble des marchés s'effondrent, mais pour l'instant, Bitcoin et on prendra une alt que vous savez que j'aime beaucoup, Ether en exemple. Le marché des cryptos, pour l'instant, résiste. Alors jusqu'à quand? Je ne connais toujours pas le futur, mais dans ce bain de sang généralisé, il semblerait que ce petit marché ait décidé de se la jouer à la façon Astérix. Alors même si vous n'avez pas l'analyse technique, rassurez-vous, on va rester toujours très simple et surtout je vais illustrer encore une fois la façon de raisonner. Alors c'est un outil indispensable qui ne nie pas l'avenir, mais sur lequel justement on peut poser nos hypothèses et on peut appliquer notre gestion du capital, calibrer notre risque. Il est essentiel que vous appreniez au moins les bases et si vous souhaitez que je vous accompagne dans cet apprentissage, le lien est en description. Revenons-en donc à notre marché SP500, 500 plus grandes entreprises du marché américain. Ici, nous sommes en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine. La première des choses à faire, c'est de prendre du recul. On va passer, allez, en mensuel. Regardez, et surtout, on prend du recul temporel. Ici, on est en 2000, le crash de 2000, 2008, le crash de 2008. Et depuis 2009, nous sommes dans un immense marché haussier. Et vous voyez que de temps en temps, mais le marché haussier, il retrace. Il y a des petits à-coups. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'était notre adage boursier. Ça veut dire que ça ne monte pas en ligne droite. Il y a toujours des à-coups. Alors là, on est quand même dans une phase assez exceptionnelle, toutes ces décisions politiques, encore une fois, sont en train véritablement de secouer le marché. Moins 6% hier, c'est des volatilités extrêmes sur le marché américain. C'est vraiment exceptionnel. Nous sommes dans une phase exceptionnelle. Et donc, qui dit crise, dit également opportunité. Et donc, je vais illustrer le fait que déjà, il va falloir de la patience. On en revient au premier adage, n'attrapez pas un couteau qui tombe. Il faut laisser ce couteau tomber, se planter, rebondir, parce qu'il va rebondir, et peut-être se replanter. Et donc tout ça, ça va demander de la patience. Ça va prendre, alors à minima des semaines, mais probablement des mois avant qu'on y voit plus clair. C'est-à-dire est-ce qu'on rentre en véritable crack? Parce que pour l'instant, nous n'y sommes pas. J'ai fait une vidéo récemment. Nous ne sommes pas au niveau technique encore en crack majeur. Sur l'échelle de temps, vous voyez, mensuelle, on est toujours, ici c'est le rapport de force entre acheteur et vendeur, on est toujours au-dessus. Alors on va peut-être traverser. Mais déjà, lorsqu'on regarde, j'ai passé c'est un support, en gros c'est une zone d'intérêt où les gros portefeuilles qui souhaitent se positionner à l'achat, ici, va être une zone en gros de bataille entre acheteurs et vendeurs. Des gros risques de se positionner et de défendre également leurs actifs. Car dans la finance, il y a aussi beaucoup d'histoires de collatéral et de jeux de levier. Les gros peuvent utiliser leurs actions en collatéral pour emprunter et agir et déclencher d'autres rendements. Donc lorsque le prix de ce collatéral diminue, eh bien, ça peut les mettre en difficulté ailleurs, en gros. Et donc, certains auront intérêt à défendre cette zone. Et donc, si on regarde un peu plus en détail, donc on va retourner en hebdomadaire. Je l'ai dessiné là. En gros, ici, là, alors on est sur le SP500, mais entre 4007 et 4005, il va y avoir une grosse zone d'intérêt. Et le marché, risque d'y aller. Alors, j'ai fait des petits scénarios. Et pour illustrer, encore une fois, les réflexions, les questions à se poser. Et le fait que ça va prendre du temps. Alors, on va peut-être avoir des rebonds. On va peut-être se diriger dans cette zone qui me semble être une zone clé, une zone d'intérêt pour le marché. Maintenant, voilà, la résolution, elle n'est pas connue. Peut-être que nous rebondirons et que nous repartirons à la hausse avant cette petite période de latéralisation, mais peut-être que nous repartirons à la baisse. Et regardez également, dans ces deux hypothèses, le temps que ça prend. Là, on est déjà en octobre 2025 et là, on est en novembre. Alors, vous allez me dire, ça pourrait partir tout droit, mais en réalité, ça là, le scénario que tout le monde a peur, ça n'existe pas vraiment. Regardez sur le passé, même le crack Covid, et ça peut repartir très vite, mais très souvent, les cracks, même 2008, vous voyez, les choses se font progressivement. Alors, il y a des accélérations, mais même dans les accélérations, ça latéralise. Alors, on ne sait jamais, peut-être, si je zoome ici, par exemple. Là, quand je vous dis le couteau, il tombe, il rebondit. Peut-être que certains se sont positionnés ici, et boum, pour après se refaire sauter, entre guillemets. Mais quoi qu'il se passe, ça prend du temps. Vous voyez, entre la première accélération ici, qui a été assez grande, c'était septembre 2008, et finalement, la fin du couteau, c'est mars 2009. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois, entre guillemets, de douleur, de souffrance et d'espérance pour ceux qui ont essayé d'acheter le couteau et qui se sont retrouvés négatifs. Alors, on peut faire admettons, vous l'achetez en plein milieu. Pendant des mois, vous vous retrouvez jusqu'à moins 33% sur votre investissement. Et donc, c'est ça que je veux illustrer sur le raisonnement actuel. On va oublier et on va effacer ceci. Et là où je veux me concentrer, c'est sur cette période. Admettons, donc, nous avons repéré une zone où, normalement, les acheteurs devraient défendre leur position.
ce qui devrait, pour essayer d'annihiler donc la force des vendeurs, ce qui devrait donc faire une latéralisation des prix. Bataille éternelle entre acheteurs et vendeurs. Lors de cette latéralisation, c'est là qu'il peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je rentre? Si vous êtes en cash, que vous souhaitez rentrer, est-ce que vous rentrez? Mais une des questions à vous poser encore, c'est, ok, je rentre là, vous allez envisager le scénario positif, vous allez tirer vers le haut, mais il faut envisager le scénario négatif. Si ça part vers le bas et si ça continue, est-ce que je suis prêt, est-ce que la somme que je vais mettre en jeu, est-ce que je suis prêt à l'avoir diminuée de 23% par exemple? Si la réponse est non, mais diviser la somme par deux. Une des façons de calibrer son risque, c'est de calibrer la somme que l'on va mettre en risque. Et là, je dis moins 23%, mais s'il faut, vous envisagerez des scénarios plus bas. À vous, en fonction de l'analyse technique, de vous dire, est-ce que ça me semble réaliste? Est-ce que je pense qu'on va aller retester le bas de marché lors de la crise Covid? Donc là, si on rentrait ici, vous voyez, ça représenterait une chute de 53% de notre investissement. Autre question, et en fait c'est la première, c'est lorsque vous investissez, sur quelle échelle de temps, sur quelle distance vous vous projetez? Car si vous vous projetez sur 20-30 ans, même peut-être qu'acheter le couteau qui tombe ici, ça ne change rien, ça sera peut-être une bonne idée. Regardez, je vais nous mettre cette fois-ci en annuel. Regardez le graphique, chaque bougie désormais représente un an. Alors on est tout au perché et finalement donc, le crack de 1929 est ici. Donc là on a effectivement eu 1, 2, 3, 4 années de baisse, de crash. Peut-être que nous sommes au début d'un crash historique comme 1929, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce crack historique pour ceux qui seraient rentrés au plus haut, 1929, vous voyez qu'ils ont retrouvé leur argent. Alors s'ils ont été patients, s'ils n'ont pas craqué évidemment, s'ils n'ont pas vendu au plus bas, il aura fallu attendre quand même 25 ans. Donc ça on va dire que c'est le temps maximum. Vous voyez, c'est mon plus gros crash de l'histoire et là je suis parti du top et donc quantité maximum pour retrouver son argent pour celui qui aurait acheté au plus haut du plus grand crack de l'histoire, c'est 25 ans. Maintenant si vous avez acheté le couteau qui tombe et que vous étiez ici, par exemple, vous êtes revenu à l'équilibre, voilà, entre 1930 et 1945, 15 ans. Voilà, c'est plus ce genre, habituellement on dit entre 15 et 20 ans en général, on retrouve, quel que soit le point d'entrée de notre marché, on retrouve nos liquidités. Par exemple pour le crash de 2000, voilà, si on avait acheté au top en 99, on avait l'occasion de sortir à break-even, de sortir sans perte ni gain, malheureusement, en 2007. Et pareil, donc si malheureusement on était rentré en 2007 en se disant c'est reparti to the moon, on se prend 2008, eh bien il aura fallu attendre quand même 2013. Vous voyez, mais c'est des échelles de temps qui sont quand même moins grandes que le crack historique de 1929. Pour en revenir à notre période actuelle, et je vais rester en annuel, si vous avez peur d'être dans le crack historique, une autre façon de calibrer son risque, peut-être de séquencer votre entrée. Même si alors, les statistiques sont en faveur de tout rentrer d'un coup lorsqu'on veut investir. 70% du temps, en gros, vous aurez eu raison de rentrer en une fois. Bon, il reste quand même 30% du temps où des fois on se plante. Et donc j'en reviens à la psychologie, parce que même si vous rentrez d'un coup et si vous vendez plus tard, là c'est catastrophique. Donc l'idée c'est éventuellement de séquencer votre point d'entrée en vous reposant la question, admettons que je souhaite allouer 10 000 euros sur le marché américain, peut-être que là je vais en mettre 2500 ou 5000, la moitié, et je rallouerai les 5000 derniers dans plusieurs mois en fonction de ce que le marché donnera. S'il repart à la hausse, vous serez déjà dans le train. Et s'il repart à la baisse, alors vous pourrez moyenner à la baisse, mais sur des indices qui historiquement grimpent, c'est pas gênant. Cette technique d'investissement fonctionne bien sur les indices, c'est très très risqué sur une action. Car malheureusement, les entreprises ont souvent des cycles de vie. Et si l'entreprise a connu son top et qu'elle part dans un grand marché baissier, eh bien vous moyennez à la baisse quelque chose qui va continuer malheureusement de baisser et qui va continuer sa tendance. Là, les indices, c'est entre guillemets un peu truqué, parce que dès qu'une entreprise fonctionne plus, et qu'elle est concurrencée par une meilleure, elle va sortir de ces 500 meilleures entreprises américaines. Et c'est les nouvelles qui sont créatrices de richesse, créatrices de réelle valeur, on va dire, qui vont continuer d'alimenter cet indice. Donc ça rend cette forme d'investissement viable. Passons à notre Bitcoin qui résiste de façon exceptionnelle. Alors là, je vous l'ai mis, on est en hebdomadaire et là c'est le Bitcoin face justement la force relative face au SP500 et regardez-moi cette bougie de force là. Incroyable. Donc là c'était le top de 2021. On voit que Bitcoin a connu son marché baissier. On est reparti depuis novembre 2022 et nous travaillons en gros les anciens plus hauts avec une perte de force et le fait que Bitcoin était finalement repassé derrière cette résistance qui était devenue un support, qui était redevenu une résistance. Et bien là nous l'avons refranchi de façon assez virile, dirons-nous. Et je suis surpris car pareil sur ETH, voilà, si on va sur ETH, alors bon lui il a beaucoup souffert, il souffre toujours beaucoup, mais
On va dire qu'il est, si, il est dans un immense range par rapport au SP500. C'est toujours pareil, c'est la force relative, là on va dire, de TH par rapport au SP500. Et donc on peut dire qu'il est dans une sorte de latéralisation maximum depuis mars 2022, que nous nous rapprochons le bas de ce range avec pour objectif la petite zone verte que j'ai mis. Si on rajoute par exemple un milieu de range, on voit que voilà, le prix n'arrête pas de batailler, pareil, hein, donc, entre acheteurs et vendeurs, c'est assez significatif. Et est-ce qu'on va, j'aime bien mettre des petits scénarios, retester le milieu de range avant d'aller tester cette zone d'intérêt, ou est-ce qu'on va repartir? Alors ça, on va le suivre, évidemment, mais je ne connais pas l'avenir. On en revient à l'idée d'être patient. La dernière fois que j'avais parlé du marché crypto, j'avais dit que ça allait être long et pénible. C'est long et c'est pénible, mais peut-être que dans les rebonds, parce qu'encore une fois, il y aura des rebonds du marché général, du marché traditionnel, dirons-nous, peut-être que notre marché crypto va rebondir avec force, et on peut l'illustrer également sur Bitcoin face au dollar. Donc voici la TH de novembre 2021, nous l'avions travaillé pendant de nombreux mois avant de le casser, et finalement on se dit techniquement, on a envie d'aller retester cette zone d'intérêt, et ici très probablement que de nombreux acheteurs se positionneront pour défendre le prix. Donc est-ce que nous irons directement pour rebondir et le franchir, ou est-ce que nous repartons de suite, ou est-ce que nous faisons un intermédiaire? On va d'abord retester pour peut-être repartir. Comme d'habitude, je ne connais pas l'avenir, mais il me semble, au vu de cette, encore une fois, surprenante résistance, que le premier ou le deuxième scénario, peut-être que nous irons, si vraiment le marché américain continue d'accélérer à la baisse, peut-être que nous irons visiter cette zone d'intérêt, mais je le crois, pour repartir à la hausse. Alors, je n'ai pas la temporalité, hein, ça sera peut-être fin d'année 2025, on va peut-être latéraliser. Regardez, dans ce scénario, on est déjà en juin 2025, et dans celui-là, on est en juillet. Bon, celui-là, il est très optimiste, mais pourquoi pas? Là aussi, si vous souhaitiez investir dans Bitcoin, il faut se poser à peu près les mêmes questions. Admettons que vous rentriez ici, alors c'est bien, mais on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas où le prix peut aller, et donc il faut poser sur le graphe, c'est à ça que ça sert, poser sur le graphe les hypothèses, et se faire des hypothèses. Donc là déjà, la zone d'intérêt, elle est quand même à moins 15%. Donc là, on est sur Bitcoin, il y a la volatilité, c'est autre chose encore, hein. Donc moins 15%, mais peut-être qu'on va traverser ce support pour aller tester celui d'après. Celui d'après, c'est par là. Moins 37%. Est-ce que vous êtes en accord sur la somme que vous allez mettre de potentiellement perdre 37% de cette somme, et surtout pendant tout ce temps-là? Là, admettons que ça vienne ici, si on prolonge un peu, hop, que ça prenne un peu plus de temps, on est déjà en juillet 2025. Et donc, est-ce que vous acceptez d'attendre pour... Alors, la reprise, c'est pareil. Si, admettons que le bas de marché se pose ici, ça va prendre encore plus de temps. Et donc, pour retrouver votre investissement, peut-être, on est ici, là, en novembre 2025. Et là, c'est bon. C'est que des hypothèses, mais c'est ça qu'il faut que vous posiez la question. Parce que pareil, si vous avez besoin de l'argent que vous souhaitez investir dans un an pour changer de voiture, il ne faut pas l'investir. La casquette du spéculateur, si vous souhaitez prendre des positions court terme, ça demande un money management, une gestion du capital du trader. C'est-à-dire, vous avez votre point d'entrée, vous avez votre point de sortie en cas d'invalidation si le scénario ne se passe pas bien, et vous avez des prises de profit, des endroits clés où si le prix l'atteint, vous prenez vos profits. Ça, c'est la spéculation. Mais lorsqu'on est épargnant ou investisseur, lorsqu'on veut mettre une somme X sur un actif qui nous plaît, la première des questions, c'est sur combien de temps je mets cet argent en risque sur cet actif qui me plaît bien, mais sur quelle échelle de temps? Et surtout, est-ce que j'ai besoin de cet argent? J'aime pas trop la phrase on met l'argent qu'on est prêt à perdre. Personne ne veut perdre de l'argent. Non, on met de l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement en risque pour espérer un gain. Mais on essaie de contrôler le risque pour justement faire que si on perde le minimum. Donc, choisissez votre échelle de temps, choisissez vos actifs, vos risques, et après, la dernière des choses à faire, c'est agir. Je reviens sur la calibration du risque par rapport à la somme. Si, admettons que vous avez 10 000 euros de capital, mettre 10 000 euros sur Bitcoin, c'est peut-être pas là comme ça la chose la plus intelligente. Puis surtout, ça va peut-être activer votre tolérance au risque. Vous allez dormirez plus la nuit. Alors, c'est une magnifique façon de tester sa tolérance au risque et les émotions face au marché. C'est très très bien, mais c'est très risqué. Mais vous avez 10 000 euros, 100 euros. Alors peut-être que 100 euros, justement, non, ça ne sera pas assez, ça ne sera pas significatif. Non seulement vous n'allez pas vous empêcher de dormir la nuit, mais en plus, c'est insignifiant. C'est-à-dire que si le Bitcoin double, ce qui est peu probable, ça n'arrivera pas, en tout cas, du moins dans les semaines qui viennent, passer de 100 à 200 euros, ça n'impactera pas votre quotidien, ce n'est pas significatif. Alors, posez-vous la question avec 500 ou 1000. Alors, mettons 1000, ça double, j'ai 2000. Déjà, c'est pas mal. Mais on en revient aux hypothèses négatives. N'oubliez pas les hypothèses négatives. J'ai mis 1000, mais si ça fait moins de 37, donc je me trouve à 630 euros sur mes 1000 de départ. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est vous qui me dites. Moi, je peux vous aider à vous poser les bonnes questions, mais les réponses ne peuvent être qu'individuelles. Il n'y a que vous qui pouvez choisir pour vous. J'espère une fois de plus que toutes ces questions vous aideront. Alors juste pour finir et pour s'amuser, je vous avais montré l'or, alors on est en semaine, hein. Même la semaine de l'or, vous voyez, par rapport à la semaine de Bitcoin, alors qui est pas, je vais vous montrer la semaine de Bitcoin face au dollar. Nous sommes donc, c'est l'or coté en dollars. Chaque bougie représente une semaine. Vous voyez qu'il y a une petite semaine de vente. Alors c'est pareil, comme ils sont mis en difficulté, j'en reviens au collatéral. Eh bien, ils vendent les lignes. Alors je parle des professionnels là. Ils vendent les lignes sur lesquelles ils sont en positif et donc tout le monde est en positif sur l'or. On prend des bénéfices sur l'or pour aller combler les trous que l'on commence à avoir sur le marché action. Donc c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices sur l'or, mais qui ne remettent pas évidemment du tout la tendance haussière, fortement haussière, qu'on risque d'avoir pendant des trimestres, voire plusieurs années. Oui, je voulais juste vous remontrer la semaine de Bitcoin en détail. Voilà, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge et par rapport à la chute du SP500, voilà, ça fait une force relative assez, en tout cas notable, et c'est un signal très intéressant. Je voulais aussi vous montrer le pétrole US. Voilà, ça fait, on est en hebdomadaire. Depuis octobre 2022, en gros, voilà, vous voyez une latéralisation des prix. Et là, il semblerait que le marché ait décidé une direction. Alors, la baisse des prix du pétrole signifie le marché anticipe une baisse de la demande. Baisse de la demande veut dire un ralentissement de l'économie, veut dire récession. Peut-être qu'elle sera invalidée, je ne sais pas. En tout cas, cet immense range vient d'être cassé. Si c'est confirmé, alors on est encore tôt dans le mois d'avril. Hein, et souvenez-vous, plus l'échelle de temps monte, plus le signal technique est performant et fiable, même si ça ne garantit jamais rien. Et donc là, c'est un signal assez fort. Le marché est en train de nous dire, nous nous rapprochons d'une récession mondiale. Et l'autre conséquence, mais qui sera positive, vous le verrez pour le marché crypto, là on est sur donc, les taux américains à 10 ans. Vous voyez que cette semaine-là, il y a eu une baisse. Les marchés anticipent, si la récession arrive, les marchés anticipent que les banques centrales, la Fed aux États-Unis, vont réimprimer, vont racheter, ajouter à leur bilan, mais c'est de l'impression monétaire. Et ça, c'est excellent pour Bitcoin et les cryptos. Le seul véritable élément avec lequel l'action des prix de Bitcoin est corrélée, c'est les liquidités mondiales. Plus le système fiat imprime, augmente la masse monétaire, plus le prix de Bitcoin s'apprécie. Il y a évidemment une part d'adoption, il y a évidemment une part d'utilisation. C'est un outil, une révolution technologique qui est en train de changer le monde, changer la face du monde. C'est ce que je crois profondément. Changer la monnaie, c'est changer le monde. Mais il y a également une grande part mécanique. S'ils augmentent les liquidités dans le système fiat, c'est Bitcoin et peut-être, le reste des alts, le reste de ce marché crypto qui en bénéficiera. Et donc en attendant que tout se calme, parce que la volatilité ne fait que débuter, le VIX, je voulais vous montrer le VIX aussi. Magie de la réalisation, nous sommes sur le VIX, c'est en gros l'indice de la peur, et je voulais vous montrer, ici nous sommes en octobre 2008, ici c'était pendant le crash Covid, et là, alors là c'est le yen carry trade, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, et là, donc le mois en cours, on n'est qu'au début, regardez cette poussée, nous sommes vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, nous sommes au début de cette phase exceptionnelle, il va falloir être patient, soyez patient, n'attrapez pas le couteau qui tombe. Et si vous avez du cash, vous pouvez peut-être, en attendant que les choses se calment, que le prix latéralise, de voir si le couteau va continuer de s'enfoncer ou si on a des premiers signes de force des acheteurs du marché, peut-être aller faire travailler un peu dans la DeFi. À 11% toujours, j'avais présenté cet investissement dans une précédente vidéo. Si vous souhaitez comprendre cet écosystème et savoir comment vous y accéder, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. En attendant, n'oubliez pas de claquer le pouce, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires, vous voyez, je réponds, c'est sympa à chaque fois. J'aime bien échanger avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très vite. Ciao.